Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'édition de 20h décalée de quelques minutes à cause de l'actualité des Jeux Olympiques. Voici les titres de cette édition. Gestion des inondations. La cellule de veille et d'alerte fait l'état des lieux après les fortes pluies enregistrées ces derniers jours. À Dakar, tout comme dans les régions, les eaux de pluie stagnent dans certains quartiers. 43 sites ont été identifiés et les opérations de traitement se poursuivent. Le cri du cœur des producteurs de la vallée, le riz qu'ils cultivent, bute sur un sérieux problème de commercialisation. Malgré le début des opérations il y a quelques mois, la distribution pose problème. Ils entendent récolter le fruit de leur labeur et appellent à l'engagement de tous. Le cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA entre en vigueur le 1er janvier 2017. Plusieurs mesures sont prises pour renforcer la transparence et améliorer l'efficacité de la dépense publique. Des budgets de moyens, on devrait passer à des budgets de résultats ce soir dans la rubrique économie. Les enjeux autour de cette réforme. Bonsoir et bienvenue à tous. Il n'y a pas de raison de ne pas signer le tarif extérieur commun. Conviction de la majeure partie des pays de la CEDEAO réunis à Dakar ce jeudi pour le Conseil des ministres des Finances. Un vibrant appel a été lancé aux quelques pays qui manquent encore à ce rendez-vous à Ramdaoua. Ils sont revenus à Dakar évaluer un instrument d'intégration économique dont le texte final a été validé ici même. Le tarif extérieur commun adopté en 2013, mis en œuvre en janvier 2015. Voilà plus d'un an et demi, que cet instrument a été appliqué avec certainement des craintes ça et là, des craintes qui d'ailleurs aujourd'hui, dans le cadre de cette évaluation, nous permettra de voir que c'est des craintes qui vont être dissipées. Parce que généralement, toutes les craintes portaient sur cuite de l'état de nos recettes douanières. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, avec le point des données, que dans cette communauté, ces recettes ont été améliorées. Pas de souci à se faire donc sur les recettes fiscales. Il va falloir convaincre quelques pays encore réticents. Le cas de la Gambie et du Nigeria qui tardent à se joindre aux 13 qui ont déjà signé. Ce que les gens ne savent pas souvent, cet accord prévoit un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que nous devons négocier le même tarif pour l'ensemble des pays de l'Union. Deuxièmement, cet accord prévoit que nous allons faire envoyer nos produits pendant les 5 premières années avec un tarif ouvert à 100% au niveau de l'Union européenne. Mais nous, notre marché, nous avons négocié que nous n'allons ouvrir qu'après 20 ans à 75%. Deuxièmement, nous avons négocié une clause de révision périodique tous les 5 ans. Nous n'avons pas de raison de ne pas pouvoir signer cet accord. Si les ministres des Finances des pays membres de la CEDEAO se sont donné rendez-vous à Dakar, c'est pour justement évaluer l'ensemble de ces données. Nous allons, à l'issue de ces rencontres, dégager des recommandations qui vont permettre à certains pays qui sont en retard de s'arrimer au groupe qui est déjà qui applique parfaitement ce tarif extérieur et peut-être d'aller vers la signature de l'accord commercial, l'accord de coopération avec la Mauritanie pour faire de la zone ouest une véritable communauté de destin économique. C'est l'ambition donnée au TEC, arriver à un marché commun, une politique commerciale commune, des droits de douane harmonisés pour une intégration économique régionale des plus réussies. Gestion des inondations. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie était face à la presse ce matin. Diène Farbassar tenait à faire le point après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours. Selon lui, 43 sites touchés par les eaux ont été identifiés. Un dispositif a été mis en place pour soulager les populations. Aminata Bengfal. Après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours, plusieurs localités du pays ont été touchées et des dégâts enregistrés. Pour apporter des solutions à ces problèmes, l'État du Sénégal, à travers la cellule de veille et d'alerte du Comité national de gestion des inondations, a mis la machine en branle. Nous avons pu constater qu'il y avait 43 sites qui ont été touchés, identifiés et touchés, 17 au niveau national, 17 sont déjà en cours de traitement, 17 sont déjà traités et 9 en attente
faute d'exécutoire. Alors, pour vous dire que la cellule de veille actuellement, comme le nom l'indique, nous sommes en train de veiller. Mais il faut que les Sénégalais comprennent aussi qu'au moment de la pluie, on ne peut pas apprécier l'efficacité des réseaux. Il faut un temps de la... Dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations, une enveloppe de 700 milliards a été dégagée. Après 4 ans de mise en œuvre, un peu plus de 100 milliards ont été déjà utilisés. Un investissement lourd a été fait vraiment pour gérer le problème des inondations. Parce que je vous dis, quand mes services techniques ont pu agglutiner l'ensemble des dépenses injectées pour les inondations, on a pu voir que le montant était estimé à 101 milliards au lieu de 110 milliards. En situation de référence, ce n'était pas cela au Sénégal. Et donc, ce qui prouve que le président de la République vraiment prend en compte ce problème des inondations. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie compte effectuer des visites de terrain à partir de vendredi. Pikine et Guédiawaye sont les premières localités ciblées. Objectif, être au chevet des populations victimes d'inondations. Sur un autre point, le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie est revenu sur la situation du pont de l'Émergence qui est par moments envahi par les eaux en cette période. Il compte apporter des solutions provisoires. L'installation d'une station de pompage reste, selon lui, la solution à long terme. Nous l'écoutons au micro d'Aminata Benfala. En situation de référence, il y avait un pont qu'on appelle le pont du Sénégal 92 qui longeait peut-être la route menant vers la Padoue. Il y avait un bassin de stockage des eaux. C'est vrai. Le bassin recevait des eaux et parfois il y avait un trop-plein. Mais le trop-plein ruisselait normalement vers des terres qui ne sont pas des terres goudronnées. Et maintenant, avec le pont de l'Émergence, qui a occupé un grand espace, un espace géant, l'eau de ruissellement n'a pas de passage. Simplement, c'est ça. Et donc, nous sommes en train de réfléchir avec tous les services techniques sur les moyens et méthodes qu'il faut utiliser vraiment pour régler ce problème d'une manière provisoire. Parce que régler ce problème, c'est penser au long terme. Le long terme, c'est quoi? Un bassin une station de pompage. C'est clair. Toujours sur ce chapitre, la Chine apporte son soutien aux populations de Kaolack. Les inondations ont touché plusieurs quartiers de la ville. Sam, Gawan, également Dialen, abattoir, entre autres. Il faut dire que 12 tonnes de riz ont été remises au maire de la ville. Maria Massar s'est réjouie de cet élan de solidarité à Bassao. Après la pluie, le beau temps, avons-nous l'habitude de dire. À Kaolack, l'on est tenté de dire qu'après la pluie, c'est le désarroi total. Un désarroi qui n'a pas laissé indifférent le maire de la ville. Maria Massar a inscrit dans son calendrier la recherche de solutions durables au profit de la ville Carrefour. Qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour Kaolack, non seulement en termes d'assainissement, mais en termes d'investissement dans le privé, dans le secteur économique. Donc c'est déjà des portes qui vont être ouvertes pour Kaolack, pour nouer des partenariats, faire des jumelages avec certaines villes en Chine et essayer de travailler ensemble pour le bénéfice des deux pays. Comme l'a indiqué le chef de l'État, qui a d'abord jeté ces jalons-là, donc qui a voulu lier ou mettre en place ce partenariat entre le Sénégal et la Chine. Son Excellence le président Macky Sall a bien vu et nous allons nous inspirer de cette expérience pour nous aussi essayer de développer cette commune de Kaolack dont les populations nous ont donné leur voix pour qu'on puisse les accompagner. Nous avons profité de cette occasion, visiter un peu votre ville. Nous avons des idées. Comme j'ai dit tout à l'heure à Madame le maire, que la Chine attache une très grande importance au développement des coopérations, de partenariats. Dans plusieurs quartiers, c'est le triste décor marqué par des eaux qui accentuent l'insalubrité. Un cocktail explosif qui a fait des sinistrés aujourd'hui. Un partenaire de la commune est sensible aux difficultés des populations.
marquée par le péril des inondations. Serions-nous juste tentés de dire en chinois si et si, comprenez, Dokonyal, Jarama, Djeredjeuf, et dans d'autres langues, ici à Kaolack. Kaolack est une zone où il y a ce brassage culturel. Donc nous vous remercions encore une fois de ce geste. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la sagesse populaire de chez nous enseigne que la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. La République populaire de Chine marque ainsi sa solidarité aux populations avec plus de 12 tonnes de riz entre les mains du maire, qui a aussi remis des cadeaux à la délégation chinoise en guise de reconnaissance. Préparatif de la Tabaski 2016, le ministre de l'élevage et des productions animales est en tournée dans les régions. Aminata Mbengue est allée à la rencontre des acteurs de la filière mouton. Le point sur l'étape de Louga avec Yorosar. C'est la région et le département de Louga qui ont servi de plateau au démarrage de la visite de travail de 11 jours que le ministre de l'élevage et des productions animales effectue dans les régions. L'objectif de cette tournée est de prendre le pouls de la disponibilité de moutons dans les régions de grand élevage pour une fête de Tabaski apaisée. Pour rappel, on estime à 750 000 moutons le nombre de têtes nécessaires à l'édition 2016 de la Tabaski, dont 260 000 pour la seule région de Dakar. Au cours de ce périple, Aminata Mbengue discutera avec les éleveurs, les professionnels de l'élevage, les opérateurs économiques, les forces de l'ordre et de sécurité ainsi qu'avec les autorités administratives sur les dispositions à mettre en place pour sécuriser le convoyage des moutons sur les axes routiers, les zones d'attente et les points de vente. L'accès au financement sera un point essentiel durant cette visite. Pour le vol de bétail, nous pensons que si le travail de sensibilisation est bien rempli et que si tout le monde également s'y met, nous espérons que le vol de bétail, en tout cas, va largement diminuer, pour ne pas dire que ça doit normalement cesser. Et donc, je voudrais vraiment remercier les forces de police, les forces de la gendarmerie. Hier, nous avons tenu une réunion sur la sécurité et toutes les dispositions qui étaient prises l'année dernière et l'année d'avant ont été reconduites et même vont être renforcées par le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, l'Agence nationale de sécurité de proximité, donc pour que autant les biens que les personnes puissent être protégées et puissent être sauvegardées. Mais le financement, c'est surtout au niveau de l'ACEP, c'est surtout au niveau de la CNCA, c'est au niveau du Fonds STAB, c'est au niveau également du crédit mutuel. Mais ce que nous rencontrons comme difficulté, c'est les mauvais payeurs. Une dette, si elle n'est pas payée, la banque ne peut pas prospérer. La banque ne peut pas faire d'autres dettes. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse des choix au niveau des organisations de professionnels de l'élevage. Vous connaissez. Vous savez ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Les régions de Louga, Matam, Saint-Louis, Thiès, Tambacounda, Kaolack et Kaffrine sont concernés par la visite du ministre de l'élevage et des productions animales. Cette tournée intervient à la suite des consultations qu'Aminata Mbengue vient d'avoir avec les autorités maliennes et mauritaniennes afin de fluidifier la circulation des moutons vers le Sénégal. Environ 350 000 moutons sont attendus du Mali et de la Mauritanie. Mais à terme, l'ambition du ministre de l'élevage et des productions animales est d'arriver à rendre notre pays autosuffisant en matière de production de moutons. Des stratégies sont mises en place en relation avec les collectivités locales et les éleveurs pour accélérer le programme national d'autosuffisance en moutons. Le coût du programme est estimé à 30 milliards de nos francs et sera progressivement mis en place sur une période de 10 ans. 40 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe qui a été mobilisée pour la réalisation de la ferme aquacole de Niaoudoun dans la commune de Grandon. Au total, 12 étangs ont été aménagés. Pour une première phase, la ferme emploie 30 jeunes, dont 15 diplômés de l'université Garçon-Berger. D'autres activités sont aussi prévues sur le site qui s'étend sur une superficie de 3 hectares. Ibrahim Ondong. C'est parti pour les semis ou l'empoisonnement des étangs. 56 000 alevins sont ainsi libérés pour une première phase. 12 étangs de 800 mètres carrés sont réalisés. À cela s'ajoute une unité de fabrique d'aliments couvrant une superficie de 10 000 mètres carrés. Seul objectif, créer des opportunités pour les jeunes dans le secteur de l'agroalimentaire via des systèmes aquacoles.
Le projet va pouvoir mobiliser 30 jeunes pour des emplois directs rémunérés au niveau de la ferme, sans compter. Et voilà, et la spécificité de cette ferme, c'est que la moitié des bénéficiaires, c'est des jeunes diplômés de l'université Gaston Berger, qui sont sortis de la section aquaculture et d'autres sont de la section production végétale. Vous conviendrez avec moi, il sera très facile, très aisé de faire de cette ferme une ferme intégrée. 6 mois seulement suffisent pour procéder à la première récolte. Les prévisions en termes de revenus annuels sont estimées à 50 tonnes. Normalement, chaque étang devrait produire 2 tonnes par cycle, ce qui fait 4 tonnes par an, par étang. Et si nous multiplions par 12, parce que nous avons 12 étangs de 800 m² ici, la ferme va produire 50 tonnes de production par an. C'est un chiffre d'affaires annuel, tenez-vous bien, de 100 millions de francs CFA. Parce que si nous prenons un coût au kilo de 2000 francs, nous produisons 50 tonnes, faisons le calcul, c'est rien que 100 millions de francs CFA. 30 jeunes sont employés dans la ferme, dont 15 diplômés de l'UFR Agro de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La dimension genre est prise en compte. C'est un plaisir immense qui nous anime parce qu'entre celui qui cherche du travail et un bailleur qui offre du travail, je pense que la cohésion est extraordinaire. Et je suis d'autant plus heureux aujourd'hui parce que c'est un modèle de développement agricole qui est en train d'être prototypé ici. Imaginez-vous des sortants de l'université qui sont spécialistes et en aquaculture, et en production végétale, et en production animale, qui pour la plupart du temps sont obligés de parcourir ou bien de chercher du travail pendant des années. Et aujourd'hui, avec le cadre qui est mis en place, des jeunes directement sortis de l'université pourront également directement s'insérer dans le monde professionnel, non pas en chercheurs d'emploi, mais en de jeunes qui proposent des emplois. Un projet réalisé grâce au concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. C'est intéressant, parce que c'est vraiment une étape très importante, le site qui est développé ici. Et je rappelle que déjà la FAO accompagne le ministère de la Pêche avec des projets antérieurs qui permettaient déjà de développer l'accès à des intrants aquacoles majeurs comme les alevins ou l'aliment du poisson. C'était quelque chose d'important. Ça, c'est vraiment la suite de ce projet qui va être développé en même temps que d'autres projets au Sénégal, à Ziguinchor. Sur une disponibilité de 30 000 m², seuls les 10 000 m² sont pour le moment exploités. Dans le cadre de notre partenariat avec la FAO, nous avons pu trouver des ressources additionnelles qui permettront de développer d'autres volets, notamment l'aviculture, de l'embouche, mais également du maraîchage. Pour dire qu'on veut vraiment faire de cette plateforme de Ndiaoudoune un modèle de ferme intégrée qui puisse intéresser les jeunes. En plus de ces aménagements, il y a aussi le centre professionnel qui est en train d'être érigé sur place. Le centre d'Arvari, qui est un centre technique de formation professionnelle, qui a été créé par l'APES pour promouvoir l'emploi des jeunes, notamment dans les domaines de la pisciculture, de l'aquaculture en général, l'agriculture, le bâtiment, les métiers du bâtiment, notamment avec le géobéton, tel que les bâtiments sont construits, le froid climatisation, parce que nous avons une grande expérience déjà dans le froid climatisation. 40 millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation du projet. L'implication des autorités locales a été déterminante. Merci. Merci pour l'intérêt. Merci pour l'intérêt que l'État accorde aux populations. Dans le cadre de la politique de décentralisation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, seul cadre référentiel des politiques publiques aujourd'hui. Quand on parle de territorialisation des politiques publiques, ça ne sont pas des discours. On ne se gargarise pas de mots quand on dit ça. Quand on dit ça, on a des expériences de ce type qui fédèrent les actions de différents départements ministériels. Aujourd'hui, votre ministère est le ministère en charge de la pêche. Vous êtes sur le terrain en train d'accompagner des jeunes pour promouvoir, dans le cadre de la mise en place, de la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent, et l'entrepreneuriat et la politique de promotion de l'emploi des jeunes. La diversification des activités reste l'objectif principal des autorités, ce qui permettra d'offrir une large palette de choix aux jeunes désireux de travailler dans la ferme.
Les acteurs de la filière riz notent une lenteur dans la distribution et la commercialisation du riz de la vallée. Les magasins sont toujours pleins malgré le démarrage des opérations il y a quelques mois. Les acteurs lancent un appel aux commerçants nationaux pour qu'ils s'intéressent davantage à la vente du riz produit au Sénégal. Lamine Touré. La récolte du paddy est achevée. Les magasins de stockage affichent le plein. Le volet commercial bat de l'aile pour l'écoulement des 300 000 tonnes de riz attendues pour la campagne de contre-saison 2016. Nous faisons appel quand même à l'ensemble des acteurs qui s'occupent de ce maillon de venir le plus rapidement possible acheter le paddy qui est là. On ne trouve plus de magasins ou de salles de classe pour les stocker. Nous avons énormément de paddy aujourd'hui dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans le delta, pour stocker le paddy. Les fournisseurs d'engrais qui d'habitude à pareille époque stockaient leur engrais dans les magasins ne trouvent plus de magasins. Donc ça veut dire quoi? Nous avons beaucoup produit, Dieu merci. Mais nous aussi, nous avons besoin aujourd'hui de l'intervention rapide de ces acteurs-là pour écouler le paddy qui est stocké. Aujourd'hui, le remboursement des crédits CNCA et les autres structures de financement en dépendent. Ainsi, les investissements de l'État ont produit des résultats positifs, lesquels devront être sécurisés. Et cela passe d'abord par le respect du prix au kilogramme du paddy, fixé à l'unanimité. Chaque fois que l'offre est supérieure à la demande, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de paddy. Les gens jouent là-dessus pour aller, contrairement au prix officiel, acheter du paddy à des prix extrêmement bas. Au lieu d'acheter le sac de paddy à 10 600, ils l'achètent à 7 500, 8 000 francs. Cela est inadmissible. Et l'autorité suprême de cette région, sur instruction des ministres concernés, ont demandé à l'ensemble des acteurs de jouer leur rôle et d'interdire et de dénoncer tout acteur qui intervient en milieu rural pour acheter à des prix inférieurs à 125 francs, qui est le prix fixé par le CIRIS. Au niveau de la gouvernance, ils ont dit qu'ils vont faire en sorte que les ministères du commerce et les ministères de l'agriculture vont faire un interministère commun des deux ministères pour appliquer le prix arrêté, avec existence de factures pour les véhicules qui transportent le riz. Toujours dans cette dynamique, les acteurs de la filière riz de la vallée ont démenti les rumeurs faisant état de la sortie de la denrée du territoire national. De Dagana jusqu'à Bakel, je n'ai jamais entendu quelque part où on nous a dit que le riz traverse la frontière. Moi, je suis de la frontière et je tourne aussi, j'ai détourné au niveau de la frontière. Je n'ai entendu nulle part que le riz a traversé les frontières. Aujourd'hui, c'est les producteurs même qui ont pris l'engagement d'être eux-mêmes les sentinelles pour surveiller nos frontières. Un tour des différents sites de production a permis de constater l'existence réelle en quantité importante du paddy. Autrement dit, il y a de quoi vendre pour nourrir le pays. 1500 militaires du centre d'entraînement numéro 7 de Thiès ont reboisé 5000 plants dans la forêt classée de Thiès. Cette zone qui sert de cadre d'entraînement à l'armée de terre s'est dégradée au fil des ans. À travers ces activités de reboisement, la direction des eaux et forêts en partenariat avec l'armée veut restaurer cette forêt classée depuis 1930. Fatou Diouf. Ces honneurs rendus au chef d'état-major de l'armée de terre et à ses hôtes marquent le début des activités de reboisement de la forêt classée de Thiès. Puis, direction le Centre national d'entraînement de Mont-Roland, niché au cœur de cette forêt. Ensuite, démarre la plantation des arbres, un acte d'une haute portée civique. Nous sommes à l'heure aujourd'hui des changements climatiques. Et justement, ce gaz, ce CO2 qui est à l'origine en grande partie au changement climatique, ce gaz est consommé par les forêts. Donc l'armée nationale, en préservant, en protégeant nos forêts en Casamance, l'armée nationale en reboisant nos forêts ici à Thiès, est en train de jouer sa partition dans cette lutte contre les changements climatiques. Et c'est pourquoi, mon général, nous sommes très satisfaits aujourd'hui de la présence des plus hautes autorités de l'armée. 1500 soldats, de véritables djambars de l'environnement, ont reboisé 5000 plants d'acacia sénégalensis et de prosopis africana, entre autres espèces adaptées à cette localité. En fonction de chaque écosystème, il y a des espèces adaptées. Aujourd'hui, nous avons mis le focus sur les épineux qui justement résistent à la sécheresse. Nous avons mis du prosopis, nous avons vu de l'acacia sénégal, nous avons vu des parkinsoniens aculata.
nous avons copié justement ce qu'on a trouvé aux alentours. Les exercices d'entraînement des militaires occasionnent la dégradation de l'environnement, raison pour laquelle l'armée nationale, en partenariat avec la direction des eaux et forêts, s'engage à restaurer les sites d'entraînement et les cantonnements militaires du pays. À chaque fois qu'il y a une activité militaire, il y a une dégradation. Et l'objectif, c'est donc de régénérer tout ce qui a été plus ou moins touché par ces activités. Bon, l'enjeu, il n'y a pas dire d'enjeu, l'enjeu est national, l'enjeu est national, il est international. La protection de l'environnement, c'est un enjeu mondial. Préserver les forêts et améliorer le cadre de vie des populations, un combat, une synergie d'action entre l'armée nationale et la direction des eaux et forêts. Et c'est en plein reboisement que le ciel a ouvert ses vannes, un bon signe. Des glissières vandalisées. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Les malfaiteurs ont encore agi à Sangalkam. À quelle fin? C'est la question que tout le monde se pose. Une de nos équipes s'est déployée sur les lieux afin de mieux comprendre les raisons qui sont à l'origine de ces actes. Pape Bounatcharoua. Le constat est affligeant. L'image à peine croyable. Plusieurs mètres de glissières de sécurité érigées en clôture autour de cette parcelle agricole 6 à Sangalkam. C'est sans doute l'une des destinations de plusieurs glissières de sécurité qui de plus en plus disparaissent des autoroutes, conséquence d'un incivisme poussé à des proportions inquiétantes. Si les gens ont tendance à voler des choses comme cela, là, c'est déplorable. Franchement, je suis vraiment déçu de ça, quoi. Voilà. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un combat de tout le monde. Tout un citoyen doit en prendre en charge. Celui qui voit faire ce genre de choses, il doit déclarer ça ou bien signaler pour que le combat soit un combat collectif. Les glissières de sécurité servent de garde-fous sur les autoroutes à double ou triple voie. Les enlever à d'autres fins, c'est exposer les usagers à un danger permanent. Il faut qu'on mette des gardiens qui veillent la nuit et le jour. Bon, même ils peuvent être en civil, ça c'est bon, pour qu'ils puissent attraper les gens qu'ils font. Et faire la communication à la télé et dans les radios. D'abord, un problème de manque de civisme et de civilisation. Dès lors qu'on estime que c'est quelque chose qui est destiné à la protection des personnes et des biens, n'est-ce pas, dans la circulation des voitures, au niveau de l'autoroute, ou bien de l'autoroute même à péage, ou bien au niveau même des petites routes qui sont dans les quartiers. Alors, je pense qu'il faut prendre des mesures sécuritaires, d'accord, mais également des mesures répressives. Il faut que nous donnions des sanctions sévères. Parce que nous, il faut que des sanctions sévères soient prises parce que ces gens-là sont des criminels, de vrais meurtriers. On doit les emprisonner. Ils méritent la prison. 5 ans de prison, ça non, il faut que sévère. Sénégal, il faut masla. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer dans quelles circonstances ces glissières ont-elles pu atterrir autour de ce champ. Ceci prouve que la sensibilisation ne sera jamais de trop pour la protection des biens publics, ne serait-ce qu'au nom du patriotisme et du civisme. Le ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire a organisé ce matin une formation destinée aux journalistes. Il s'agit d'outiller suffisamment ces derniers afin qu'ils puissent s'approprier la réforme portant mise en place de la fonction publique locale et de mieux la vulgariser. Luce Bitsa. Un exposé général sur la fonction publique locale au Sénégal, un bref rappel du contexte de 2011 aux hommes des médias. Pendant 48 heures, ces séries de présentations sont proposées aux journalistes, des présentations qui s'articulent autour de l'état d'avancement de la fonction publique locale, des acquis obtenus ainsi que les perspectives qui se dégagent. La fonction publique locale est une importante réforme engagée par l'État du Sénégal pour offrir aux travailleurs des collectivités locales un statut clair, harmonisé et sécurisant.
Elle participe de la volonté du gouvernement de renforcer les ressources humaines des collectivités locales pour leur permettre de mieux faire face aux nouveaux enjeux de développement. C'est donc une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur la fonction publique locale. En tant qu'acteurs des médias et relais indispensables, les journalistes sont appelés à vulgariser la réforme. J'exhorte l'ensemble des participants à bien appréhender les objectifs de cette réforme, ses enjeux, les options majeures qui ont été retenues, ainsi que leurs incidences sur la carrière des agents des collectivités territoriales et sur le devenir des dites collectivités. De plus en plus, les journalistes et autres communicants s'intéressent à la décentralisation et au développement local. Le cercle des communicants en décentralisation appréhende bien les objectifs de la réforme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire que les journalistes soient associés au fonctionnement de la fonction publique locale. On constate également qu'il y a de nouveaux rapports entre les collectivités locales et les journalistes, parce que sur le terrain, on constate qu'il y a de nouvelles collectivités locales qui aujourd'hui s'attachent des services des professionnels de la communication, et c'est important. La réforme de la fonction publique locale, une innovation majeure qui permet de doter les travailleurs des collectivités d'un statut harmonisé afin de sécuriser l'emploi des agents. Le 1er janvier 2017, le cadre harmonisé des finances publiques entre en vigueur dans l'espace UEMOA. La réforme va engendrer des changements majeurs. Des budgets de moyens devraient passer à un budget de résultats. De même, on passera à la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses, entre autres mesures prises par les pays membres de l'Union. Plus de détails avec Daraba dans la rubrique économie du jeudi. Elles sont 6, les nouvelles mesures de l'UEMOA émises entre mars et juin 2009. Leur dénominateur commun, un nouveau cadre harmonisé des finances publiques pour renforcer la transparence et améliorer l'efficacité de la dépense publique. On passe de budget de moyens à budget par objectif. Chaque franc doit être désormais justifié. Donc le Conseil des ministres a demandé à ce que la Commission mette en place un programme d'appui pour accompagner les États. Et en décembre 2009, ce programme a été adopté par le Conseil des ministres. La Commission, depuis 2010, est en train de mettre en œuvre le programme d'appui. Ce programme d'appui est aujourd'hui un indicateur pour évaluer le processus de mise en œuvre de ces réformes. Et force est de constater que les États se sont résolument engagés dans la mise en œuvre de ces directives. Et au moins 4 pays sur 8 vont déjà engager le processus de basculement en mode budget-programme. Il faut retenir que le Sénégal y figure bien, d'autant plus que si vous vous rappelez d'ailleurs le Conseil des ministres du 13 janvier 2016, M. le Président de la République a rappelé la nécessité de garder le cap de 2017 et que toutes les diligences doivent être menées afin qu'on puisse respecter cette échéance. Le Sénégal est donc dans ce premier lot de 4. La phase préparatoire est à un niveau intense, de même que le renforcement de capacités, avec en ligne de mire un défi à relever, celui de la maîtrise des nouveaux outils de gestion. Notamment des documents de programmation budgétaire, des documents budgétaires économiques pluriannuels, mais également de préparer la phase ultime qui est la déconcentration de l'ordonnancement. Actuellement, le maître mot, c'est que ce sont les ministères sectoriels qui seront chargés en fait de gérer leurs crédits et également de bénéficier donc de ce pouvoir de déconcentration, de voir en fait la déconcentration de l'ordonnancement qui était un pouvoir exclusif du ministre de l'économie et des finances dans la pratique ancienne. Le budget programme le Cameroun y est depuis 3 ans, un trinôme déjà évalué. La difficulté majeure généralement, il y a la réticence au changement. La plupart de nos États ont été indépendants en 1960. Bon, chez nous, par exemple, on avait une ordonnance depuis 62 qui vient mourir en 2012. Ça fait 50 ans. 50 ans dans la gestion des moyens. Ce n'est pas facile parce que les gens sont réticents à la réforme. C'est un premier combat. Ça fait qu'il faut une très bonne stratégie de sensibilisation parce que le budget programme concerne tous les acteurs. On veut satisfaire les besoins des populations. Or, il faut même pouvoir recueillir leurs besoins. Donc, il faut que les populations sachent que le paradigme a changé, on peut les écouter et on peut prendre en compte leurs besoins dans le budget. Il y a la qualité des ressources humaines.
dans nos pays, nous ne sommes pas habitués à travailler. Nous ne sommes pas habitués à travailler. Nous ne sommes pas habitués, nous n'avons pas la culture d'évaluation. En mode programme, on a vu qu'il y a encore un chantier du contrôle, le contrôle interne qui doit être renforcé et adapté à ce nouveau mode de programme. Donc on voit que le contrôle externe, c'est aussi un chantier, l'appui au Parlement, au Cour des comptes, à la société civile dans ce nouveau rôle, dans la transparence des finances publiques. On voit qu'il y a encore quand même des chantiers à mener, mais ça nous permet d'avoir une bonne situation aujourd'hui. Le pôle, avec son dispositif d'expertise régionale au service des États d'Afrique de l'Ouest engagé dans cette réforme, va poursuivre son appui. Le Sénégal, pour sa part, adopte une démarche graduelle et se dit être prêt sur l'essentiel. Si vous prenez par exemple ce que l'on appelle par exemple les ordonnateurs délégués, déjà le ministère des Finances avait déjà expérimenté cela, en ce sens qu'il y a déjà des ordonnateurs délégués au niveau des ministères qui sont en fait nommés, mais qui sont nommés par le ministre des Finances. Ça veut dire qu'en l'espèce, ce qu'il faudra, c'est un accompagnement de ces ministères sectoriels plus tard. Mais quoi qu'on puisse dire, la loi a déjà réaffirmé le principe de déconcentrer l'ordonnancement. En ce sens que, comme on est dans une approche de gestion budgétaire axée sur les résultats et la performance, on ne pourra pas demander à un ministre d'être performant sans pour autant lui donner tous les outils qui lui permettent également de mener à bien la mission qui lui est confiée. Avec la stratégie régionale de mise en œuvre des directives de l'UEMOA élaborée, c'est un pas de plus pour les 4 autres pays qui doivent basculer dans le biennum 2017-2018. Restaurer la confiance entre l'administration du Hadj et les pèlerins, c'est le défi qu'entend relever la délégation générale au pèlerinage à la Mecque. C'est dans cet esprit que s'est tenue une concertation avec les parties prenantes afin de bien préparer l'édition 2016 du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Fanta Badji. Voyagistes privés, chroniqueurs religieux, associations consuméristes, futurs pèlerins, en somme, tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj avec la délégation générale au pèlerinage pour une large concertation. Il s'agit pour la délégation de donner corps à la vision d'un Sénégal uni, dont la devise « un peuple, un but, une foi » soit une âme qui anime notre démarche dans l'accomplissement de ce rite de l'islam qui est symbole d'unité dans la progression. Une unité que nous devons avoir dans l'accomplissement du rituel en tant que communauté de pèlerinage venant d'un pays qui s'appelle le Sénégal et dont la devise est un peuple, un but, une foi. La nouvelle structure se veut innovante dans sa démarche, réunir toutes les parties prenantes autour d'une même entité et faire du Hadj l'affaire de tous les citoyens. Notre vœu est de restaurer la confiance entre les citoyens et l'administration du Hadj, de remettre la spiritualité au cœur du pèlerinage, de créer les conditions d'une communauté de pèlerinage solidaire. À cet effet, un partenariat unique sera initié, et ceci pour une bonne organisation de l'édition 2016 du pèlerinage. C'est un modèle de partenariat unique, multisectoriel, qui croise le public et le privé, le spirituel et le temporel, le national et l'international. Il est un creuset, le Hadj, qui symbolise notre communauté de destin en tant que croyants, mais aussi en tant que Sénégalais, représentant notre pays dans le concert des nations. Le délégué général a invité les uns et les autres à créer les conditions d'une communauté de pèlerinage solidaire et consciente de ses prérogatives. L'esprit de concertation, de dialogue, de participation, de coopération et la discipline sont désormais des critères pour l'exécution correcte des tâches dévolues à tous les acteurs. Toutefois, la responsabilité de régulation et de contrôle revient à la délégation générale au pèlerinage à la Mecque. L'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat APD a tenu ce matin un atelier de validation de son plan stratégique. L'objectif est de faire la promotion des entreprises artisanales, mais aussi de définir un cadre qui facilite la formalisation du secteur et l'amélioration de la qualité des produits et services. Damsila. Conformément aux recommandations du président de la République, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat a présenté son plan stratégique de développement. Il est défini sur une période de 5 ans, 2017-2021. La vision de l'APD s'appuie sur celle de l'État du Sénégal
décliné dans le PSE. Le plan stratégique de développement de la PDA constitue un cadre de référence pour l'agence en tant que bras opérationnel de la mise en œuvre de la politique définie par les autorités compétentes de s'engager dans une démarche concertée et coordonnée de réalisation des actions pertinentes susceptibles de relever les contraintes et limites, mais aussi surtout d'exploiter judicieusement les potentialités de l'artisanat dans la mouvance du développement des territoires. L'artisanat est un secteur porteur de croissance. Selon les statistiques, il contribue à hauteur de 9% du PIB national. Les enquêtes de 2004 ont aussi montré qu'au Sénégal, plus de 2 300 000 personnes vivent directement ou indirectement de l'artisanat. Du coup, les acteurs réclament plus de considération de la part des pouvoirs publics. La PDA, depuis 2013, s'est beaucoup battue pour vraiment l'accès des artisans à la commande publique. Nous avons donc travaillé pour la validation et la mise en place du projet de mobilier national. Aujourd'hui, c'est effectif. Le président avait donné donc signal pour que 15% de la commande publique puisse être accordée aux artisans. Et au niveau de la LFR de 2016, le président de la République vient d'octroyer 2 milliards au secteur de l'artisanat. Le gouvernement du Sénégal, conscient des nombreuses difficultés que traverse le secteur de l'artisanat, a défini de nouvelles orientations. Dans le PSE, l'artisanat occupe une place de choix. 2,5 milliards ont été ajoutés dans le budget en 2014 pour la réalisation des sites d'exposition et de commercialisation artisanale, du plan pilote de l'artisanat d'art, entre autres. Et dans la même période, M. le Président de la République a organisé pour la première fois la journée dédiée aux artisans. L'application des 7 axes que constitue le plan stratégique de la PDA va fortement contribuer au développement du secteur de l'artisanat. Quelle place pour la santé reproductive dans les urgences humanitaires? Question préoccupante quand on sait que lors des urgences, elle n'est pas toujours au premier plan. Il s'agit d'amener les décideurs à en faire une priorité. C'est le sentiment de la représentante résidente de UNFPA au Sénégal. Andrea Diagne faisait face à la presse à la veille de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août. Nous l'écoutons au micro d'Omar Tchaoua. L'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'était de mieux sensibiliser les populations et les décideurs sur l'importance de la santé reproductive et sexuelle lors des urgences. Comme vous savez, quand on pense à urgence, on pense à la nourriture, on pense à l'abri, on pense à l'assainissement. Mais ce n'est pas toujours qu'on pense aux besoins de santé reproductive et sexuelle. Or, ce sont des questions intime et pertinente à toute personne. Donc c'est vraiment notre objectif de mieux sensibiliser les gens pour que ça fasse partie des politiques et des opérations de prévention et de la riposte et que les gens tiennent en compte cet aspect des urgences. Lors des urgences, si la population ne peut pas atteindre un personnel qualifié pour les accouchements, nous savons sur le plan mondial quel risque. Nous voulons vraiment mettre en exergue cette question de santé reproductive et sexuelle. Souvent c'est oublié, souvent c'est tabou, on n'en parle pas. De 3-0. 3 morts et une centaine de blessés, c'est le bilan de l'attentat survenu en Turquie ce jeudi. L'attaque qui visait la police est produite à l'est du pays. C'est Dina Lunfala. En Turquie, après une première attaque à Van mercredi soir, l'est du pays a été à son tour endeuillé ce jeudi. Une voiture piégée a explosé, faisant au moins 3 morts, a priori des policiers, et 146 blessés, dont 14 gravement touchés selon le dernier bilan livré par les autorités. L'attaque attribuée à la rébellion kurde intervient quelques heures après l'attentat à la voiture piégée qui a tué 3 personnes à Van, également dans l'est du pays. Cet attentat d'Elazig a visé le siège de la police de cette province non kurde et provoqué des dégâts considérables. Elazig avait été épargné jusqu'à présent par les combats entre les forces turques et les rebelles du PKK. Les forces de sécurité subissent des attaques quasi quotidiennes du PKK depuis qu'un cessez-le-feu entre les rebelles kurdes et les forces gouvernementales a pris fin en 2015. Dans la foulée de la purge lancée par les autorités turques contre les sympathisants du prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'être l'instigateur du putsch avorté, des milliers de policiers et de soldats ont été limogés ou placés en détention, faisant craindre un affaiblissement des moyens de l'État pour combattre efficacement le PKK.
C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. L'État du Sénégal, à travers la cellule de veille et d'alerte du Comité national de gestion des inondations, a mis la machine en branle. Nous avons pu constater qu'il y avait 43 sites qui ont été touchés, identifiés et touchés, 17 au niveau national, 17 sont déjà en cours de traitement, 17 sont déjà traités et 9 en attente faute d'exécutoire. Alors, pour vous dire que la cellule de veille actuellement, comme le nom l'indique, nous sommes en train de veiller. Mais il faut que les Sénégalais comprennent aussi qu'au moment de la pluie, on ne peut pas apprécier l'efficacité des réseaux. Il faut un temps de la... Dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations, une enveloppe de 700 milliards a été dégagée. Après 4 ans de mise en œuvre, un peu plus de 100 milliards ont été déjà utilisés. Un investissement lourd a été fait vraiment pour gérer le problème des inondations. Parce que je vous dis, quand mes services techniques ont pu agglutiner l'ensemble des dépenses injectées pour les inondations, on a pu voir que le montant était estimé à 101 milliards au lieu de 110 milliards. En situation de référence, ce n'était pas cela au Sénégal. Et donc, ce qui prouve que le président de la République vraiment prend en compte ce problème des inondations. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie compte effectuer des visites de terrain à partir de vendredi. Pikine et Guédiawaye sont les premières localités ciblées. Objectif, être au chevet des populations victimes d'inondations. Sur un autre point, le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie est revenu sur la situation du pont de l'émergence qui est par moment envahi par les eaux en cette période. Il compte apporter des solutions provisoires. L'installation d'une station de pompage reste, selon lui, la solution à long terme. Nous l'écoutons au micro d'Aminata Benfal. En situation de référence, il y avait un pont qu'on appelle le pont du Sénégal 92 qui longeait peut-être la route menant vers la Padoue. Il y avait un bassin de stockage des eaux. C'est vrai. Le bassin recevait des eaux et parfois il y avait un trop-plein. Mais le trop-plein ruisselait normalement vers des terres qui ne sont pas des terres goudronnées. Et maintenant, avec le pont de l'émergence qui a occupé un grand espace, un espace géant, l'eau de ruissellement n'a pas de passage. Simplement, c'est ça. Et donc, nous sommes en train de réfléchir avec tous les services techniques sur les moyens et méthodes qu'il faut utiliser vraiment pour régler ce problème d'une manière provisoire. Parce que régler ce problème, c'est penser au long terme. Le long terme, c'est quoi? Un bassin une station de pompage. C'est clair. Toujours sur ce chapitre, la Chine apporte son soutien aux populations de Kaolack. Les inondations ont touché plusieurs quartiers de la ville. Sam, Gawan, également Dialen, abattoir, entre autres. Il faut dire que 12 tonnes de riz ont été remises au maire de la ville. Maria Massar s'est réjouie de cet élan de solidarité à Bassao. Après la pluie, le beau temps, avons-nous l'habitude de dire. À Kaolack, l'on est tenté de dire qu'après la pluie, c'est le désarroi total. Un désarroi qui n'a pas laissé indifférent le maire de la ville. Maria Massar a inscrit dans son calendrier la recherche de solutions durables au profit de la ville Carrefour. Qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour Kaolack, non seulement en termes d'assainissement, mais en termes d'investissement dans le privé, dans le secteur économique. Donc c'est déjà des portes qui vont être ouvertes pour Kaolack, pour nouer des partenariats, faire des jumelages avec certaines villes en Chine et essayer de travailler ensemble pour le bénéfice des deux pays. Comme l'a indiqué le chef de l'État, qui a d'abord jeté ces jalons-là, donc qui a voulu lier ou mettre en place ce partenariat
entre le Sénégal et la Chine. Son Excellence le Président Macky Sall a bien vu et nous allons nous inspirer de cette expérience pour nous aussi essayer de développer cette commune de Kaolack dont les populations nous ont donné leur voix pour qu'on puisse les accompagner. Nous avons profité de cette occasion, visiter la communauté, ces recettes ont été améliorées. Pas de souci à se faire donc sur les recettes fiscales. Il va falloir convaincre quelques pays encore réticents. Le cas de la Gambie et du Nigeria qui tardent à se joindre aux 13 qui ont déjà signé. Ce que les gens ne savent pas souvent, cet accord prévoit un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que nous devons négocier le même tarif pour l'ensemble des pays de l'Union. Deuxièmement, cet accord prévoit que nous allons faire envoyer nos produits pendant les 5 premières années avec un tarif ouvert à 100% au niveau de l'Union européenne. Mais nous, notre marché, nous avons négocié que nous n'allons ouvrir qu'après 20 ans à 75%. Deuxièmement, nous avons négocié une clause de révision périodique tous les 5 ans. Nous n'avons pas de raison de ne pas pouvoir signer cet accord. Si les ministres des Finances des pays membres de la CEDEAO se sont donné rendez-vous à Dakar, c'est pour justement évaluer l'ensemble de ces données. Nous allons, à l'issue de ces rencontres, dégager des recommandations qui vont permettre à certains pays qui sont en retard de s'arrimer au groupe qui est déjà qui applique parfaitement ce tarif extérieur et peut-être d'aller vers la signature de l'accord commercial, l'accord de coopération avec la Mauritanie pour faire de la zone ouest une véritable communauté de destin économique. C'est l'ambition donnée au TEC, arriver à un marché commun, une politique commerciale commune, des droits de douane harmonisés pour une intégration économique régionale des plus réussies. Gestion des inondations. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie était face à la presse ce matin. Diène Farbassar tenait à faire le point après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours. Selon lui, 43 sites touchés par les eaux ont été identifiés. Un dispositif a été mis en place pour soulager les populations. Aminata Bengfal. Après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours, plusieurs localités du pays ont été touchées et des dégâts enregistrés. Pour apporter des solutions à ces problèmes, Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'édition de 20h décalée de quelques minutes à cause de l'actualité des Jeux Olympiques. Voici les titres de cette édition. Gestion des inondations. La cellule de veille et d'alerte fait l'état des lieux après les fortes pluies enregistrées ces derniers jours. À Dakar, tout comme dans les régions, les eaux de pluie stagnent dans certains quartiers. 43 sites ont été identifiés et les opérations de traitement se poursuivent. Le cri du cœur des producteurs de la vallée, le riz qu'ils cultivent, bute sur un sérieux problème de commercialisation. Malgré le début des opérations il y a quelques mois, la distribution pose problème. Ils entendent récolter le fruit de leur labeur et appellent à l'engagement de tous. Le cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA entre en vigueur le 1er janvier 2017. Plusieurs mesures sont prises pour renforcer la transparence et améliorer l'efficacité de la dépense publique. Des budgets de moyens, on devrait passer à des budgets de résultats ce soir dans la rubrique économie. Les enjeux autour de cette réforme. Bonsoir et bienvenue à tous. Il n'y a pas de raison de ne pas signer le tarif extérieur commun. Conviction de la majeure partie des pays de la CEDEAO réunis à Dakar ce jeudi pour le Conseil des ministres des Finances. Un vibrant appel a été lancé aux quelques pays qui manquent encore à ce rendez-vous à Ramdaoula. Ils sont revenus à Dakar évaluer un instrument d'intégration économique dont le texte final a été validé ici même. Le tarif extérieur commun adopté en 2013, mis en œuvre en janvier 2015. Voilà plus d'un an et demi, que cet instrument a été appliqué avec certainement des craintes ça et là, des craintes qui d'ailleurs aujourd'hui, dans le cadre de cette évaluation, nous permettra de voir que c'est des craintes qui vont être dissipées. Parce que généralement, toutes les craintes portaient sur
cuite de l'état de nos recettes douanières. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, avec le point des données, que dans cette... Un peu votre ville, nous avons des idées. Comme j'ai dit tout à l'heure à Madame le maire, que la Chine attache une très grande importance au développement des coopérations, de partenariats. Dans plusieurs quartiers, c'est le triste décor marqué par des eaux qui accentuent l'insalubrité. Un cocktail explosif qui a fait des sinistrés. Aujourd'hui, un partenaire de la commune est sensible aux difficultés des populations marquées par le péril des inondations. Serions-nous juste tentés de dire en chinois, si et si, comprenez, Djokondjal, Djarama, Djeredjof, et dans d'autres langues, ici à Kaolack. Kaolack est une zone où il y a ce brassage culturel. Donc nous vous remercions encore une fois de ce geste. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la sagesse populaire de chez nous enseigne que la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. La République populaire de Chine marquait ainsi sa solidarité aux populations avec plus de 12 tonnes de riz entre les mains du maire qui a aussi remis des cadeaux à la délégation chinoise en guise de reconnaissance. Préparatif de la Tabaski 2016, le ministre de l'élevage et des productions animales étant tourné dans les régions, Aminata Mbengue est allé à la rencontre des acteurs de la filière mouton. Le point sur l'étape de Louga avec Yoran Sarr. C'est la région et le département de Louga qui ont servi de plateau au démarrage de la visite de travail de 11 jours que le ministre de l'élevage et des productions animales effectue dans les régions. L'objectif de cette tournée est de prendre le pouls de la disponibilité de moutons dans les régions de grand élevage pour une fête de Tabaski apaisée. Pour rappel, on estime à 750 000 moutons le nombre de têtes nécessaires à l'édition 2016 de la Tabaski, dont 260 000 pour la seule région de Dakar. Au cours de ce périple, Aminata Mbengue discutera avec les éleveurs, les professionnels de l'élevage, les opérateurs économiques, les forces de l'ordre et de sécurité ainsi qu'avec les autorités administratives sur les dispositions à mettre en place pour sécuriser le convoyage.